Bienvenue au Mans sur le circuit mythique de la Sarthe. Demain a lieu le coup d'envoi des 24 heures du Mans moto, l'occasion de vous parler finalement du deuxième constructeur de moto mondial, Yamaha. Yamaha, c'est d'abord un nom, celui de Torakosu Yamaha. Ça veut dire le fils d'un samouraï. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est le fils d'un samouraï et ça claque. Et il y a deux choses à signaler tout de suite. La première, c'est qu'on ne trouve pas de photos à high résolution de cet homme. Et la seconde, c'est qu'il n'a jamais roulé sur une moto Yamaha. Malgré cela, Torakosu est intelligent. Passionné par les mécaniques, il se forme d'abord en horlogerie, parce que c'est un homme de goût, avant de déménager près d'Osaka pour réparer à peu près tout ce qu'il trouve. Un jour, une école locale l'appelle pour qu'il répare un orgue et il est touché par le lien entre la technique et la création musicale. Il décide alors de créer le premier orgue à hanche 100% japonais. Encore une chance donc qu'on ne l'ait pas appelé pour réparer un moule à gaufres. Bref, il fabrique son instrument mais c'est tout pourri. Du coup, retour à la fac pour se former et il finit par fabriquer un orgue qui tient à peu près debout. Du coup, et pas à court d'ambition, il fonde Yamaha, enfin la Yamaha Organ Company, rebaptisée en 1897 Nippon Gaki Yamaha. Et à la mort de Torakosu en 1916, le facteur d'instruments décide de se diversifier et de fabriquer des pianos pour imiter les Américains. Aujourd'hui, un piano vendu sur 3 est un Yamaha. Entre-temps, c'est la guerre, la première, et c'est pas cool. Sauf pour Yamaha qui se dit « Allô, l'harmonica, c'est sympa pour un soldat du front. Mais qui était le premier fabricant d'harmonica des Alliés? L'Allemagne? Oui, bon, là, ils auront plus le temps. Qu'à cela ne tienne. » Et Yamaha se fait connaître du grand public en Europe. Entre-temps, c'est la guerre, la deuxième, et c'est pas cool du tout pour le Japon et pour Yamaha. Les orgues, c'est sympa, mais au nez des avions, ça vole pas ouf, et le Japon a beaucoup d'avions. Du coup, les hélices des chasseurs Zéro, c'est du Yamaha. Et en 1945, Yamaha sort de la guerre avec une vraie expertise métallurgique. Et le nouveau président Keiichi Kawakami réorganise la production et se met en quête d'une nouvelle activité pour exploiter cette compétence. Il envoie donc son fils aux États-Unis et se dit, après tout, les pianos c'est chiant à accorder, on va faire des motos aussi chiantes à régler. Alors, petite pause pour faire le point sur une légende urbaine qui circule beaucoup, que j'entends beaucoup autour de Yamaha. Comme quoi, finalement, Yamaha aurait plagié les motos allemandes pour construire leur premier modèle. Alors, il est vrai que Yamaha a réutilisé des chaînes de montage issues de la Seconde Guerre mondiale pour fabriquer ses motos. C'était des chaînes à la base destinées à la fabrication d'hélices, mais c'était ses propres chaînes. Et il faut bien comprendre qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne perd et les Russes récupèrent les plans industriels, notamment des constructeurs allemands comme Volkswagen ou DKW, en dédommagement. Et ce sont ces mêmes plans qui se sont retrouvés chez l'ensemble de la production mondiale, aussi bien chez Harley-Davidson avec la Hummer qui sortira dans les années 50 et effectivement chez Yamaha pour la A1. Bon, rappelons qu'au Japon, à cette époque, c'est le boom du deux roues. 140 constructeurs y existent déjà, dont Kawa qui fabrique ses premiers moteurs en 54 ou Suzuki qui fabrique déjà des mobylettes en 1952. Le besoin de remotoriser le Japon et le vent de liberté post-Seconde Guerre mondiale souffle sur le monde et pousse Yamaha à se réinventer. Du coup, en 1955 est créée la Yamaha Motor Company, qui se sépare de l'activité de facteur d'instruments. La YA1 125, dite la libellule pour ses couleurs, est la première moto de Yamaha et elle propose déjà une boîte 4. La YA1 a beau être chère, 30% même plus cher que ses concurrents, sa fiabilité et ses résultats sportifs parlent déjà, notamment sur la course de côte du Mont Fuji, avec 7 victoires. Plus tard, dans les années 60, la DT1 sera créée pour mettre à l'amende les trails anglais de la marque Bultaco et Yamaha confirmera son ambition mécanique par le rachat de Showa qui fabrique alors des suspensions et par énormément de compétitions au Japon et en Europe. Et maintenant, si je vous demande quel est le point commun entre la Ford Taurus, la Volvo XC90 et la Lexus LFA. Tout commence par un constat.
À la fin de la guerre, le Japon doit moderniser son industrie et pour motoriser ses habitants, il est alors impensable d'importer des coques ou des 2 chevaux. En 1949, une législation instaure une vision très moderne de l'automobile, les fameuses Keiji Dosha ou Keikara. La règle est simple, proposer un véhicule pour à peine plus cher qu'une mobilette, 3 mètres de longueur et 360 cm3 de cylindrée, l'ultra citadine avant l'heure. L'idée de se lancer dans l'automobile germe dans l'esprit de Yamaha qui envisage de se lancer dans ce marché, mais la concurrence est déjà bien placée. En 1959, Genichi Kawasaki observe Porsche et sa 356 et se dit que s'il y a des mecs à Stuttgart au fond d'un garage qui savent vendre des coccinelles bodybuildées à la pelle aux États-Unis, ils devraient savoir le faire, non ? Un tiers des profits de Yamaha sont donc réinjectés dans un centre de recherche flambant neuf. Il fabrique un moteur en aluminium de 1,6 litre et 88 chevaux, lui colle de carbu SU et fout tout ça sur un châssis de MGA. Bon, il crée une MGB en moins bien quoi. Ensuite, il récupère une Facel Vega, et oui Cocorico, et renouvelle l'essai. Puis, il se décide à fabriquer une caisse en fibre de verre et un châssis tubulaire. Le prototype sera nommé YX30. Le résultat est esthétiquement sympa, mais le moteur casse très vite. La faute a des défauts de fonderie de bloc, et on verra que ça va les marquer. En 1962, le labo ferme. Fin de l'histoire. Ou pas, parce que les ingénieurs, c'est des passionnés et ils l'ont mauvaise. Ils passent donc à l'attaque et proposent le projet chez Nissan. La Nissan Fairlady vieillit et la marque accepte. Champagne donc, la jolie troupe est reformée et ils lancent le proto A550X, puis la Nissan GT 2000, avec une version 2 litres de leur moteur. Oh, plagiat, c'est du plagiat. Bon, c'est chouette, mais Nissan claque la porte pour des raisons politiques apparemment. Et si vous connaissez aujourd'hui la 2000 GT, c'est sous le nom Toyota. Et ici va naître la plus grande collaboration de Yamaha. Toyota s'occupe de design, du châssis et fournit la base moteur. Dès lors, la force de Yamaha s'exprimera dans l'ingénierie du haut moteur. Ils savent sublimer les blocs Toyota et sur une base de Toyota M 2 litres 6 cylindres, Yamaha ajoute 3 carburateurs Mikuni et augmente la puissance de 40 chevaux. De quoi motoriser la voiture de James Bond. La Toyota 2000 GT est plus chère qu'une Porsche alors et est considérée comme la première supercar japonaise. Alors la 2000 GT, j'adorerais l'essayer, je vous promets, mais à 351 exemplaires fabriqués, j'ai plus de chance que Yamaha cette année aux 24 heures du Mans Moto. Pour vendre, parce que oui, au bout d'un moment il faut vendre, Toyota propose une version sportive de sa Crown nommée 1600 GT avec un moteur préparé par Yamaha, 210 chevaux. Yamaha devient donc les doigts de fée de Toyota et il bosse sur la Carina, la Corolla, la Celica et même la MR2. La force technique de Yamaha, c'est notamment l'induction d'air variable avec des clapets variables, le double arbre à cam et les 16 soupapes. Bon, on l'a vu, fondre les blocs, Yamaha ne sait pas faire et il trouve avec Toyota les boss du bloc moteur forgé, des bases idéales pour proposer des moteurs sportifs. Cette alliance les amènera en rallye en engageant la Celica GT4 et son 2 litres de 200 chevaux. Outre les moteurs Toyota qui équipent notamment la Lotus Elise, Yamaha s'exporte. Dans les années 80, la rationalisation des consommations pousse les constructeurs à se réinventer. Et c'est ainsi que Yamaha se mit à motoriser la Ford Taurus, la familiale façon USA, en passant de 140 à 220 chevaux sur la version SHO. Puis vient Volvo avec la symétrique V8 4 litres 4 à 60 degrés. Et sinon, il y a aussi une Noble avec le même V8 poussé à 641 chevaux. Qui a dit qu'Yamaha ne faisait que des moteurs de moto? Et évidemment, il y a Lexus avec un V8 hérité de la LS 460 poussé à 416 chevaux sur la bien nommée ISF. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que la F1 n'a pris place qu'une seule fois dans toute son histoire ici au circuit du Mans? C'était en 1967 et l'édition a été remportée par Jacques Brabham sur une écurie qui portait son nom. Et vous allez vous demander finalement quel est le rapport avec mon histoire. Attendez la suite. En 89, une petite écurie privée allemande, championne en DRM, renouvelle sa participation en Formule 1 avec un tout nouveau moteur, Zakspeed. Alors eux, ça fait 4 ans qu'ils font des châssis corrects, mais des moteurs franchement pourris.
Ils ont de solides connaissances sur une nouvelle technologie, le turbo, mais les 4 cylindres maison sont à la ramasse et les casses s'enchaînent, n'autorisant que 2 points d'inscrits au classement. En automobile, quand on a des problèmes de fiabilité, la solution la plus simple, c'est souvent de confier ses moteurs aux Japonais. Mais là, Jack Speed fit appel à Yamaha et ça s'est pas passé comme prévu. Alors pour commencer en Formule 1, Yamaha propose un V8, pourquoi pas à l'époque, de 3,5 litres et 600 chevaux. En plus de fournir un moteur, Yamaha fournit un second pilote et il place le japonais Aguri Suzuki, que l'histoire n'a pas retenu puisqu'il n'a pas remporté de qualification, en tout cas chez Jack Speed. Mais finalement, je ne sais pas ce qui est mieux chez Yamaha entre le pilote qui ne remporte pas de qualif et finalement leur moteur qui ne fera que 2 courses. C'est chez Brabham que Yamaha se retranche au début des années 90 et le V12 de 660 chevaux n'aide pas l'écurie légendaire des années 70 à marquer des points. 92 sera leur dernière année. Yamaha affirme alors que leur volonté n'est pas de gagner, mais de tester des technologies en proposant gratuitement leur moteur pour progresser. Et c'est d'ailleurs tellement pas un élément marketing que leur première idée après la Formule 1 sera de créer une supercar. La OX 9911 ne sera produite qu'à 3 exemplaires et reprendra l'architecture moteur héritée de la Formule 1. Cette expérience en Formule 1 aura peut-être une vertu. En 2005 est présenté le concept qui mettra le feu aux poudres. Toyota veut alors créer la Lexus Ultime. Ce projet conjugue les talents de motoristes du duo Yamaha-Toyota, mais aussi les sens acoustiques de Yamaha. Après 3 concepts, Lexus se présente aux 24 heures du Nürburgring dans un opéra mécanique. Le moteur créé pour l'occasion est un V10 compact à 72 degrés, fabriqué en magnésium, qui résonne à 9000 tours minute. « 4,8 litres pour 560 chevaux. Le moteur comme l'habitacle sont pensés comme une enceinte 3 voies vers le pilote. En 2010, le chef-d'œuvre de Toyota sort et c'est la Lexus LFA. Pour Lexus, c'est l'ambition de Toyota qui se réalise. Pour Yamaha, c'est une petite revanche après une histoire en compétition automobile déçue. Alors en compétition moderne, Yamaha doit sa dernière victoire à Christophe Guyot sur la team GMT 94, c'était il y a déjà 5 ans. Et en MotoGP, on doit remonter en 2015 avec la victoire de Valentino Rossi et de Lorenzo. Et aujourd'hui, le Yacht tente de relever le défi et de redonner une médaille finalement à Yamaha, ici sur le circuit du Mans dans la Sarthe.